Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal lundi 4 janvier. À la une de l'actualité en Côte d'Ivoire, la mission de l'ONU a assisté dans le centre d'Abidjan, dans le quartier d'Atekoubé, au processus du désarmement. Il s'agit ainsi d'encourager les jeunes à déposer leurs armes volontairement. Déploiement de casques bleus au Soudan du Sud dans la ville de Pibor, dans l'état de Jonglei, afin d'éviter une attaque par les membres de l'ethnie Lounouer, ethnie qui a attaqué la ville de Likuangol il y a quelques jours de cela. Oando, désormais connecté au boulevard énergétique, soit une distribution électrique 24 heures sur 24 grâce au réseau de transport associé au barrage d'Imboulou. Et également dans ce journal, nous recevrons Francis Perrin, vice-président d'Amnesty International. Avec lui, nous évoquerons la situation post-électorale en RDC. Mais avant, ouvrons cette édition avec cette victime au Nigeria. Ces 2 derniers jours, des rassemblements et des mouvements de protestation ont eu lieu à Lagos, capitale économique, et à Kano, la principale ville du nord du Nigeria. Un homme est mort lors des échauffourées à Ilorin, dans le centre-ouest du pays. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et interpellé plusieurs personnes qui s'indignaient contre une brusque augmentation du prix de l'essence qui a plus que doublé. Les consommateurs mais aussi les syndicats protestent. Processus de désarmement en Côte d'Ivoire à Abidjan. Il s'agit ainsi d'encourager les jeunes à déposer les armes après la période de guerre civile qu'a connue le pays. C'est la 4e opération du genre organisée par l'ONUCI en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre. Patricia Dreline. Depuis la fin de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, des affrontements récurrents, parfois meurtriers, ont lieu entre les militaires des forces républicaines et différentes communautés. Le gouvernement a annoncé des mesures pour rétablir la discipline parmi les FRCI, essentiellement composés d'anciens rebelles, et a promis un programme de désarmement-réinsertion. Quand on a fini de faire combat, le président a demandé tous ceux qui ont pris armes, ils n'ont qu'à déposer par rapport à la sécurité des civils. Donc, nous, on a décidé aussi d'accepter de venir déposer armes aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien a mis en place une unité de police militaire déjà en action, a créé un fonds de rachat d'armes ainsi qu'un corps de réservistes. Les autorités ivoiriennes vont aussi procéder à la réhabilitation des casernes et camps militaires. Nous organisons aujourd'hui l'opération, la 2e du genre, à Atekoubé, qui consiste donc à collecter les armes. Tous ces gens que vous voyez sont des candidats au dépôt volontaire que nous avons pu avoir après la sensibilisation qui a eu lieu à leur niveau. Ça rentre dans le cadre du projet pilote d'urgence, la Comnat, avec l'appui de l'ONUCI. L'ONUCI reste disposée à continuer d'apporter son soutien aux efforts entrepris par les autorités ivoiriennes. L'objectif principal de l'ONUCI, aider les autorités à l'amélioration de la sécurité des populations, contribuer ainsi à une meilleure cohésion sociale et approcher une réconciliation nationale. Voilà des décennies que l'état de Jonglei au Soudan du Sud est le théâtre d'une série d'attaques et de contre-attaques sur des questions de pâturage, d'accès à l'eau et de bétail. Et il y a quelques jours, nouvelle attaque de l'ethnie Lounouer, entraînant un peu plus tôt l'exode de dizaines de milliers de civils. Et c'est dans ce contexte que vient d'être déployé des casques bleus dans la région. Pascal Bois. L'état du Jonglei au Sud-Soudan est en proie depuis quelques jours à des affrontements violents entre l'ethnie Lounouer et les Mourles. Face à ce regain de violence, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a déployé des troupes pour tenter de mettre fin aux attaques intercommunautaires et atténuer les tensions. The town is still very much in the hands of the SPLA and the United Nations. Les troupes des Nations Unies et le SPLA tiennent toujours la ville et nous allons continuer à renforcer notre présence ici. Nous avons envoyé une brigade d'infanterie qui est partie de Djouba. Sa présence nous permettra de maîtriser davantage la situation.
La situation dans l'État du Jonglei est jugée très préoccupante par la MINUS. Les Nations Unies ont déployé un bataillon à Pibor en appui au gouvernement du Soudan du Sud. L'objectif étant de prévenir la violence et d'aider le gouvernement à protéger la population. Dans les circonstances actuelles, nous avons commencé par empêcher les affrontements. Nous avons déployé des troupes à Likwangol et à Gumuruk. Nous surveillons étroitement la ligne de démarcation entre les belligérants. Cela nous a permis de travailler avec le gouvernement du Sud-Soudan pour maintenir la population civile hors de danger. Nous avons évacué les blessés et avons usé de la force parfois pour stopper les préjudices causés aux civils. L'État du Jonglei est le théâtre d'une série d'attaques et de contre-attaques interethniques entre les tribus qui s'affrontent depuis longtemps sur des questions de pâturage, d'accès à l'eau et à l'irrigation et de bétail. Et c'est une année riche en événements qui commence en RDC. Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi ont présenté tous deux leurs vœux pour la nouvelle année. Deux présidents, une confusion qui gagne du terrain et des Congolais qui entament 2012 dans l'incertitude. Et justement, pour en parler sur ce plateau, Francis Perrin, vice-président d'Amnesty International. Bonsoir Monsieur Perrin. Bonsoir. Alors pour vous qui revenez du terrain, comment qualifiez-vous la situation sur place aujourd'hui ? Vous venez de prononcer le mot incertitude, et je crois que c'est un mot qui décrit bien la situation actuelle. Le mot de tension également, et des tensions évidemment, on ne sait pas exactement sur quoi cela peut déboucher. Et puis alors, de façon plus générale, sur un fond massif de violation des droits humains considérable en RDC depuis des années et des années. C'est quand même un pays dans lequel il y a eu des millions de morts et il y a aujourd'hui des millions de personnes qui souffrent. Donc quand vous ajoutez ces incertitudes et ces tensions et ces violations des droits humains commises avant et après le processus électoral, vous avez quand même pas mal d'ingrédients réunis. Je ne dirais pas pour l'explosion, nous ne livrons pas ce genre de spéculation politique, mais en tout cas suffisamment d'éléments qui nous permettent de dire qu'il faut véritablement que l'ensemble des forces politiques du pays s'abstiennent de toute déclaration et évidemment de toute action qui pourrait être considérée comme une étincelle dans un climat qui n'en a pas besoin. Alors justement, en parlant des politiques, Tshisekedi, Kabila, aujourd'hui sommes-nous à la veille, Monsieur Perrin, d'une Côte d'Ivoire 2011 bis, par exemple? Il faut évidemment espérer que ce ne sera pas du tout le cas. Il n'est pas dans le rôle d'Amnesty International d'essayer de prévoir des évolutions politiques. C'est au-delà de notre expertise. Nous nous concentrons sur la situation des droits humains. Mais ce que nous disons, qu'il y a ces tensions, il y a ces facteurs qui sont des facteurs potentiels d'aggravation des tensions existantes. Et nous appelons donc l'ensemble de la classe politique à faire preuve de responsabilité, à faire preuve de retenue dans les mots employés, évidemment dans les actions. Et puis nous appelons évidemment les autorités, le gouvernement actuel, qui a quand même l'essentiel des responsabilités par rapport au maintien de l'ordre et par rapport au respect des droits humains sur l'ensemble du territoire de la RDC, à faire ce qu'il faut pour lutter contre l'impunité et pour faire respecter la justice. Un vaste programme pour ce pays immense, un programme qui est à la hauteur des défis et des violations des droits humains et des souffrances de la population. Bien sûr, nous sommes très conscients que cela ne peut pas se faire en un jour, ni en une semaine, ni en un mois, mais il faut dès à présent que la bonne direction, les bonnes orientations soient prises. Alors en attendant, on sait que cette confusion a poussé le gouvernement à couper le signal d'RFI pour protester contre son traitement jugé partial. Quel est votre sentiment? Nous condamnons évidemment cette décision. Nous avons dénoncé avant déjà l'élection un ensemble de violations du droit à la liberté d'expression. Et c'est un petit peu dans ce même type de violation. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement estime qu'il est, entre guillemets, maltraité par tel ou tel média, qu'il soit écrit, radiodiffusé, télévisé ou Internet, qu'il doit se permettre de couper l'accès à ce média. C'est à la population du pays en question d'écouter ce média, d'écouter différents médias, de se faire leur propre opinion et de comparer. Ce n'est pas une méthode qui évidemment est acceptable et qui est respectueuse du droit fondamental à la liberté d'expression et d'opinion et à la liberté d'information. Donc nous appelons les autorités de la RDC à revenir sur cette décision et plus généralement à s'abstenir de ne pas respecter et de violer le droit à la liberté d'expression qui a
pas mal souffert en 2011, avant les élections, et malheureusement, dans les semaines qui ont suivi les élections, entre la fin novembre et aujourd'hui, nous avons eu des informations vérifiées sur de nombreuses arrestations, de nombreuses tactiques de harcèlement qui semblent manifestement, de la part des autorités administratives et des forces de sécurité, destinées dans le climat actuel à marquer des points contre l'opposition, y compris en violant les droits humains. Alors aujourd'hui, quelle est la priorité, M. Perrin, d'Amnesty International sur le terrain de la RDC? Alors, sur la RDC, fondamentalement, la clé de tout, si j'ose dire, c'est la lutte contre l'impunité. Et la lutte contre l'impunité suppose évidemment un système de justice digne de ce nom. Un système de justice indépendant, impartial, compétent et doté des moyens nécessaires. Nous sommes bien conscients évidemment que ceci ne se fera pas encore une fois en un jour, en un mois ou en un an. Mais c'est un aspect clé et nous avons écrit au président Joseph Kabila avant les récentes élections pour lui demander de faire en sorte que les autorités de la RDC en coopération avec les Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales, notamment l'Union européenne, pour prendre les principaux donateurs, pays ou blocs économiques donateurs, fassent ce qu'il faut pour améliorer la situation de la justice. Il faut réformer en profondeur le système de justice de RDC. La population n'a pas confiance, et malheureusement à juste titre, dans ce système. Et cette perpétuation de l'impunité face à des violations des droits humains et à des atrocités sans nom depuis des années et des années est un facteur également de tension, car si on ne peut pas avoir confiance dans la justice de son pays, le risque évidemment c'est qu'on choisisse d'autres moyens pour se faire justice soi-même, et il faut absolument briser ce cercle impunité-violence, impunité-violence. Et au-delà de la RDC, en un mot, et ce sera ma dernière question, quel autre pays d'Afrique vous inquiète? Vous avez évoqué tout à l'heure le Soudan, et nous suivons de très près la situation, le Soudan et le Sud-Soudan bien sûr. Le Nigeria également fait l'objet d'un programme de travail très important de la part de notre organisation. Également le Zimbabwe, marqué par des violations massives, notamment mais pas uniquement des droits économiques, sociaux et culturels. Et puis voilà, RDC bien sûr. Donc ce sont en Afrique subsaharienne 4 pays dans lesquels les violations sont massives et auxquels nous accordons une attention extrême, beaucoup de travail, beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation et beaucoup de pression. Il y a énormément de choses à faire. Bon courage en tout cas dans votre combat, Francis Perrin. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président d'Amnesty International. Merci d'être venu. Merci bien. Autre pays qui a vécu une année 2011 difficile, le Burundi, même si la grande majorité de la population de Bujumbura garde l'espoir que 2012 sera meilleur. Certains restent sceptiques et craignent le pire, tant au niveau économique, politique que juridique. Mac Alix Mouchitsi et Dimbouloyo. L'an 2011 a été marqué par beaucoup d'événements sur tous les secteurs du niveau du pays. Avec cette année 2012, la population de Bujumbura voit différemment l'avenir du Burundi, surtout au niveau économique, secteur le plus touché en 2011. J'espère qu'il y aura un changement du point de vue économique par rapport à 2011. Pour l'économie du pays, je n'ai aucun espoir sur l'an 2012. L'année 2011 a aussi été marquée par des emprisonnements des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et aussi des exécutions extrajudiciaires, mais la population garde l'espoir de changement dans la nouvelle année. Durant 2011, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme, mais je crois à un changement durant 2012. Dans le domaine politique, c'est surtout la comparution devant la justice des chefs des partis politiques de l'opposition qui a marqué les esprits des Burundais. Pour l'année 2011, je crois ça n'a pas beaucoup évolué au niveau politique, mais je crois bien que ça va passer avec l'année 2012. L'année 2012 commence mal pour les partis de l'opposition qui réclamaient depuis la fin des élections de 2010 des discussions avec le pouvoir, car le président de la République vient d'annoncer qu'il n'y aura pas de négociations entre le gouvernement et ses opposants politiques. C'est le cadeau de 2012 pour Owando. Hier, alimentée par une centrale thermique, cette ville du nord du Congo-Brazzaville vient d'être connectée au barrage hydroélectrique d'Imbulu, soit de l'électricité 24 heures sur 24 pour le plus grand bonheur de ses habitants. Boris Agapit. Owando, commune de moyen exercice et chef-lieu du département de la Cuvette, localité située à 510 km au nord du Congo-Brazzaville, dispose désormais de l'électricité permanente 24 heures sur 24
grâce à la connexion de son réseau très haute tension au boulevard énergétique, précisément au barrage hydroélectrique d'Imboulou. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes à Owando. Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Henri Osebi. Qui est à l'appareil? L'agent Ondongo. Bien, bonjour monsieur Ondongo. Bonjour, chef. Pouvez-vous nous confirmer que là où nous sommes, le courant arrive bien d'Imboulou? Oui, Imboulou est en train d'envoyer 84,9 mégas sur le départ Ngo 1. Donc on peut absolument certifier que c'est fait maintenant. Nous avons déjà envoyé à Ngo et Ngo qui fait la répartition. Une partie va vers Brazzaville et l'autre partie va vers Gomboma, Oyo et Owando. Et Owando. Donc nous sommes à Owando en ce moment connectés avec Imboulou. Oui, oui. Merci beaucoup. Hier, alimentée par une centrale thermique, l'électrification de la ville d'Owando sur 110 km entraînerait des conséquences révolutionnaires pour le développement du pays en général et de la contrée desservie en particulier. Ceci pour le bien-être des populations et la lutte contre la pauvreté. Je suis content de la connexion de notre ville au barrage d'Imboulou, ce qui nous donne l'avantage de disposer d'un courant électrique de qualité. Nous remercions le gouvernement pour avoir renforcé les capacités de fonctionnement de cette ville. Lorsque j'avais appris que Owando disposera désormais d'une électricité 24/24, j'étais satisfait. Nous circulons dans la lumière, donc nous n'allons plus utiliser les groupes électrogènes. De même que la connexion de notre ville à Imboulou permettra d'entreprendre des activités commerciales génératrices de revenus. Un événement qui consacre la renaissance d'Owando après sa municipalisation accélérée en 2006, ce qui a donné lieu à une nuit de liesse marquée par des sons, rites et danses du terroir. Direction à présent le Bénin où une centaine de jeunes sont en formation dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole. Objectif, aboutir à la transformation socio-économique des zones rurales. Un projet de 5 ans financé par le PNUD à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA. Maximien Gbénou. Pauvreté, monsieur le ministre, c'est notre incapacité de canaliser les avantages qui se trouvent chez nous. C'est pour répondre à la bombe que constitue le chômage des jeunes que le gouvernement a signé le 4 novembre 2011 le protocole d'accord de 23 milliards de francs CFA avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole afin d'aboutir à la transformation socio-économique des zones rurales du Bénin. Nous sommes à la veille d'une famine car la dernière conférence des ministres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, a noté que pour l'année 2012, le déficit céréalier sera de 30%. Des 450 jeunes sélectionnés, une centaine a été retenue pour la formation. La finalité de ces actions est d'amener les candidats retenus à se former et à pouvoir, dans le futur, encadrer les gestionnaires de fermes qui seront recrutés afin que ces derniers ne puissent s'autonomiser et contribuer au processus de développement. C'est l'une des conditions majeures pour faire du Bénin un pays émergent. C'est un projet qui s'étale sur 5 ans et les actuels potentiels acteurs du développement vont être moulés dans les centres Songhai pendant 6 mois à raison de 20% de théorie et 80% de pratique avec le soutien du PNUD. Nous voudrions renouveler notre soutien, les soutiens du programme des Nations Unies pour le développement et partant de l'ensemble du système des Nations Unies pour accompagner l'effort du gouvernement dans cette marche vers la résolution du problème de pauvreté et de l'emploi en milieu rural. La terre ne mange jamais et la transformation socio-économique agricole dans les zones rurales doit être promue. Le prochain recrutement est prévu pour avril 2012, un véritable essor de renforcement du capital humain. Et dans la course à la présidentielle américaine, c'est Mitt Romney qui remporte de justesse seulement les premiers caucus républicains dans l'Iowa, avec un écart de 8 petites voix sur plus de 122 000 qui l'ont séparé de son adversaire Rick Santorum. L'Iowa n'est pas forcément faiseur de roi, mais il a tout de même marqué le début de l'ascension d'Obama contre Hillary Clinton chez les démocrates en 2008. Mais McCain y avait fini 4e. Rappelons que les 100 000 et quelques électeurs des caucus républicains de cet État sont beaucoup plus largement blancs et conservateurs que la moyenne nationale.
Et du football pour finir avec les premiers pas de Carlo Ancelotti à la tête du Paris Saint-Germain. L'histoire retiendra que pour son premier match à la tête du club de la capitale, Ancelotti a débuté par une défaite 1-0 face à son ancien club, l'AC Milan. Ahmed Parezo. Première sortie et première défaite pour Carlo Ancelotti à la tête du Paris Saint-Germain. Une défaite anecdotique, mais une défaite tout de même. Le Paris Saint-Germain, version Carlo Ancelotti, a été battu par l'AC Milan. L'unique buteur de cette rencontre est Alexandre Pato, le Brésilien convoité par ce même Paris Saint-Germain. En l'absence de quelques titulaires sous l'ère Comboiré, ce premier match a surtout permis au nouvel entraîneur d'effectuer une large revue d'effectifs. Une façon pour Ancelotti de se faire une opinion des hommes qui sont sous sa direction. Et le technicien italien a sans doute noté que Néné est l'homme en forme de ce Paris Saint-Germain 2012. Quant aux autres, Ancelotti dispose encore de 3 jours avant de disputer son premier match officiel à la tête du PSG. Ce sera en Coupe de France dimanche prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant un dernier rappel des titres. 4e opération de désarmement en Côte d'Ivoire. Plusieurs ex-combattants ont déposé volontairement leurs munitions et armes de guerre au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée vendredi à Atékoubé, au centre d'Abidjan. Un processus favorisant une meilleure cohésion sociale vers une réconciliation nationale. Les forces armées et casques bleus de l'ONU se sont déployés à Pibor après une attaque de jeunes de la tribu des Lounouers. Conséquence, l'exode de la population. L'ONU redoute une crise humanitaire. Ouando est entré dans la modernité, a déclaré Henri Osebi, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. La ville a été connectée au réseau de transport associé au barrage d'Imboulou. L'électricité désormais 24 heures sur 24, véritable gage d'essor économique. Voilà la fin de ce journal. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Télé Sud. Demain, retrouvez Patricia Dreline à cette même place. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. À bientôt.